Alors si je vous dis tout ça, c'est parce que si on approche du pouvoir, il va y avoir des grandes forces économiques et financières qui vont spéculer contre l'euro. Et très exactement, qui vont faire partir l'argent de France pour aller la placer en Allemagne. Donc on verra, dans le cadre de ce qu'on appelle le système Target, les cibles Target 2, les bilans à l'intérieur de la zone euro, c'est un peu technique ce que je vous dis, mais on verra donc un afflux massif d'argent venant de grandes fortunes françaises qui iront se placer en Allemagne, à la grande fureur des Allemands, puisque les Allemands anticiperont que la dégradation de leur bilan va être certaine, puisqu'on va sortir de la zone euro. Il sera donc du devoir des autorités monétaires du SEBC, le système européen de banque centrale, de combattre la spéculation, y compris en rétablissant un contrôle des mouvements de capitaux dans les semaines et les mois précédant l'élection présidentielle. Ça veut dire notamment s'asseoir sur l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui interdit les contrôles de mouvements de capitaux. Mais je rappelle que ces gens qui nous dirigent, le cas échéant, savent s'asseoir sur les traités puisque le rétablissement du contrôle des mouvements de capitaux, ça a exactement été le cas à Chypre, au moment de la crise chypriote. De toute façon, si le gouvernement français jouait la politique du pire, si le gouvernement français essayait de dire aux Français « Regardez, l'arrivée de l'UPR au pouvoir est en train de faire voler en éclats, on est en train de voir une spéculation jouer contre le franc », ce sont les autorités allemandes, néerlandaises, finlandaises et luxembourgeoises qui verraient arriver ces flux qui imposeraient une suspension des mouvements de capitaux. Et soit dit en passant d'ailleurs, d'un point de vue technique, et non pas juridique, mais d'un point de vue technique, réintroduire un contrôle des mouvements de capitaux entre la France et le reste de la zone euro, c'est déjà que l'euro n'existe plus vraiment. Et puis, la troisième chose à prévoir, ce sont les manœuvres de déstabilisation psychologique et de manipulation de l'opinion publique française qui risquent de devenir de plus en plus agressives. Je fais abstraction du fait où je recevrai une balle perdue entre les deux yeux par mégarde, ou bien où j'aurai un mauvais accident d'avion parce qu'il y aurait un chasse-neige qui se serait mis au travers de mon avion. Donc je suppose, sinon on peut... Je suppose donc que l'on se rapproche du pouvoir. Et qu'est-ce qui se passera ? Eh bien, des campagnes de dénigrement dont on a pu voir ce que ça peut être lorsque je suis passé récemment dans une émission à grand spectacle sur la télévision. Donc je vous présente en première analyse la une du journal Le Monde du jeudi 2 mars 2017. Donc 2 mois avant l'élection présidentielle, le cri d'alarme solennel de Valéry Giscard d'Estaing, Michel Rocard, Alain Juppé, Jacques Attali, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Bernard-Henri Lévy. L'élection de François Asselineau provoquerait une apocalypse politique et économique. Et ça, vous l'aurez constamment. Avec, vous voyez, le dessin de Plantu qui mettrait non avec la France isolée sur une île déserte. Puisque c'est évidemment ce qu'on dit, vous voulez isoler la France. Ne vous inquiétez pas, on en parlera dans la partie 3. Hein. Est-ce qu'on va isoler la France ? Vous noterez ici les éditoriaux. Il faut sauver l'euro. Journal Le Monde prenant parti, comme d'habitude. Ici, les sondages indiquent une possible victoire du président de l'UPR, ce qui fait frémir les marchés financiers. Ici, Washington se dit préoccupé, entre guillemets, par la prochaine élection présidentielle française. Et puis, Moscou et Pékin sont attentifs à la situation à Paris. Et ça, c'est le plus beau. La bourse espère encore la victoire du candidat socialiste. Il faut s'attendre à ça. Il faut le savoir, il faut en être conscient. Nous sommes dans la guerre du troisième millénaire. La guerre du troisième millénaire, c'est d'abord une guerre médiatique, une guerre de l'information, de la manipulation des cerveaux. C'est très, très important à comprendre. Si les gens se laissent désarmer ou décourager par ce genre de choses, vous savez, depuis 7 ans, j'en ai suffisamment entendu, j'aurais pu poser les bagages 2500 fois. Alors, c'est les jours avant et puis il y a les jours pendant. C'est-à-dire que finalement, eh bien, à la stupéfaction générale, à l'extrême désappointement de Washington, à l'allégresse de Moscou, Pékin et Caracas, eh bien, je suis élu. Alors à ce moment-là, il va se passer quelque chose, honnêtement, d'absolument inouï.
je vais appliquer le programme pour lequel j'aurais été élu. J'avoue que c'est à peine croyable. Et pourtant, c'est vrai, puisque j'ai consacré, vous voyez bien, je consacre ma vie à ça. Je ne vais pas, après avoir été élu, faire un bras d'honneur aux gens qui m'ont élu. Donc, je mettrai en œuvre le programme pour lequel j'aurais été élu, à la grande stupéfaction peut-être d'un certain nombre de personnes. Je ne suis pas vénal. Je ne pense pas, même si on venait avec des valises de milliards d'euros, je ne pense pas que je céderais à la tentation. Donc les jours pendant, mettant en œuvre le programme, je mettrai en œuvre l'article 50 du TUE et l'article 13 du TAN, le traité de l'Union européenne et le traité de l'Atlantique Nord. Alors c'est quoi ces articles? L'article 50 du TUE, c'est le seul article qui permet de sortir de l'Union européenne. Il n'y en a pas d'autre. C'est également le seul article qui permet de sortir de l'euro. Il n'y a pas d'article spécifique dans les traités qui permettent de sortir de l'euro. On ne peut donc pas, juridiquement, sortir de l'euro sans sortir de l'Union européenne. Et la Commission européenne, le porte-parole de la Commission européenne a confirmé cette analyse que nous faisons constamment. Moi, j'ai été formé aussi pour ça. Je ne suis pas seulement financier, j'ai aussi des cours de droit constitutionnel, de droit administratif. Il suffit de lire les traités. Il n'y a pas dans les traités de clause de sortie de l'euro. Donc la seule possibilité de sortir de l'euro, c'est de sortir de l'Union européenne. Et la seule possibilité de sortir de l'Union européenne, c'est l'article 50. Alors certains vous diront peut-être, mais on n'a qu'à sortir quand même. Et je fous des articles. Alors ça, je reviendrai tout à l'heure sur cette rodomontade. Pour l'instant, nous nous plaçons comme toujours avec ce mouvement politique que j'ai créé, qui est un mouvement responsable et sérieux. On n'est pas des imbéciles, on n'est pas des fous furieux. Nous savons que, comme disaient les anciens Romains, pacta sunt servanda, il faut respecter les engagements. C'est un principe d'abord de civilisation et c'est un principe de sûreté. Parce que si on viole des traités ou des engagements, les autres parties sont également capables, elles, de vous les faire ravaler parce qu'ils ont des moyens de rétorsion. J'y reviendrai tout à l'heure. S'agissant des pays d'Europe et en France, qu'est-ce que vous avez entendu à ce sujet? Moi, je n'ai entendu que des européistes qui nous disent tous « mais qu'ils s'en aillent, qu'ils se cassent les British, on n'en veut pas ». J'ai entendu Michel Rocard, j'ai entendu Jacques Delors. J'avais fait un débat à Compiègne avec un fou furieux, M. Moulier-Boutan, qui est un proche de Cohn-Bendit, ceci explique cela, et qui d'ailleurs est en ligne, allez le voir. Et ce monsieur, qui était un grand Européen, je lui disais, mais les Anglais veulent s'en aller. Mais qui s'en aille, ils nous emmerdent. Ah, très bien. Allez le voir, c'est très cocasse. Je lui dis, mais vous avez vu la République de Saint-Marin, vous savez, c'est un micro-État en Italie. La République de Saint-Marin a eu un référendum, ils ont finalement refusé, le peuple de Saint-Marin, d'intégrer l'Union européenne. Il me dit, c'est de la merde, Saint-Marin. Ouais, très bien. Je dis, mais vous avez vu, les Allemands sont de plus en plus rétifs sur les... Oui, mais Madame Merkel, elle nous emmerde. Ouais, très bien. Mais vous avez vu, les pays d'Estonie, oui, mais ce sont des salauds, tout le monde le sait. Mais je dis, c'est quoi l'Europe pour vous, en fait? Vous voulez faire l'Europe avec qui? Il veut faire l'Europe avec des gens qui n'existent pas. C'est ça qui est important de comprendre. En attendant, lorsqu'on a appris que le Royaume-Uni voulait sortir de l'Union européenne, moi je n'ai pas entendu une seule personne en France, un européiste, dire on va les en empêcher. Pas vrai du tout. Donc c'est exactement la même chose. Lorsque les Français auront décidé de sortir de l'Union européenne, les autres pays vont pas dire on va les empêcher. Vous imaginez que si les Allemands décident de sortir de l'Union européenne ou les Polonais, que les Français se disent on va empêcher les Polonais de sortir de l'Union? Mais pas du tout, le monde s'en fout. C'est d'autant plus pas ça qui va se passer que ce qui se passera en réalité, c'est que les Néerlandais, les Tchèques, les Hongrois, les Britanniques, qui ne l'ont pas fait avant, diront mais ils ont raison, les Français, on va faire comme eux. En d'autres termes, c'est pas qu'on aura des bâtons dans les roues, c'est qu'on aura un phénomène d'effet de souffle où on embarquera avec nous la moitié de l'Europe. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé historiquement, l'histoire me donne raison, puisque la révolution de 1830 qui a chassé Charles X, la révolution de 1848 qui a chassé Louis-Philippe, a eu un effet de souffle sur toute l'Europe occidentale. Il a fallu en 1848 que le tsar Nicolas Ier, qu'on appelait le gendarme de l'Europe, vienne au secours d'un certain nombre de monarchies qui étaient en train de vaciller sous l'effet de ce qu'avait décidé le peuple français. Donc ça, c'est la première remarque que je fais aux gens qui vous disent on va mettre des bâtons dans les roues. Puis la deuxième remarque, c'est surtout que je veux dire, en plus de ça, vous ne connaissez pas le traité parce qu'il y a un alinéa qui est à l'alinéa 3. Les traités cessent d'être applicables à l'État concerné à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait, ou à défaut 2 ans
après la notification visée au paragraphe 2. Alors, il y a des gens qui, décidément, me cherchent des noises et qui me disent « Vous vous rendez compte, avec votre article, on est obligé de rester 2 ans dans l'Union européenne. » Mais je dis « Mais non, c'est le contraire qui est vrai. C'est 2 ans maximum. Parce que si on n'arrive pas à aboutir à un accord de retrait, à défaut, ça veut dire au plus, 2 ans après, c'est terminé, on en sort de plein droit. Donc ce n'est pas 2 ans minimum, c'est 2 ans maximum. Et si d'aventure on n'arrivait pas à avoir un accord de retrait, on en sort au bout de 2 ans maximum. Il est d'ailleurs assez cocasse que les quelques personnes, les internautes qui m'ont pris à partie sur cet article 50, ou un proche de M. Dupont-Aignan qui s'est même fendu d'un article sur la fausse solution de l'article 50, le plus cocasse, qui était membre de DLR, enfin qui était puisqu'il a quitté DLR, le plus cocasse, c'est qu'ils appartiennent à des mouvements politiques qui, eux, ne proposent pas de sortir de l'Union européenne. Que ce soit le Front National ou le DLR, ils ne le proposent pas. Donc ils me reprochent de vouloir appliquer un article permettant d'en sortir sur le thème, mais il faut aller beaucoup plus vite que ça, alors qu'ils appartiennent à des partis qui, eux, ne proposent pas de sortir. C'est quand même un comble. On va revenir tout à l'heure sur ce que risque de change, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, si vous payez, enfin si le taux d'intérêt que les marchés financiers demandent à la Grèce pour 10 ans est de 6%, alors qu'il n'est que de 2,2 à la France et 1,4 à l'Allemagne, c'est parce que les marchés financiers intègrent dans leurs anticipations la possibilité que sous 10 ans, l'euro est explosé et qu'il soit remboursé en drachmes dans un cas, en francs dans un autre cas et en Deutsche Mark dans le troisième cas. Donc ils facturent ce coût. Ils facturent cette hypothèse. Donc nous serons fondés à dire, écoutez, la France a payé du 2,2 ou 2,3 quand l'Allemagne payait du 1,4. Les marchés financiers nous ont surfacturé par rapport à l'Allemagne par anticipation du risque qui maintenant se concrétise. Il s'est concrétisé, nous n'avons rien à payer. Nous avions payé une prime de risque pour ça qui se concrétise. Vous comprenez le raisonnement ? Donc ça veut dire qu'on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière en même temps. Nous allons faire la nationalisation totale ou partielle si nécessaire, ou l'interdiction constitutionnelle de privatiser selon les cas, de toute une série de services publics qui sont d'ailleurs encore pour une partie d'entre eux nationalisés, mais nous voulons casser ce qui actuellement est en train de se produire, c'est-à-dire la privatisation contre la volonté du peuple français. Donc nous inscrirons dans la Constitution que les entreprises suivantes sont nécessairement des entreprises publiques dont la privatisation est interdite. EDF, GDF, France Télécom, la SNCF, les sociétés d'autoroutes, les sociétés de réseau d'adduction d'eau, TF1, Télédiffusion de France, ainsi que tout établissement financier secouru par des fonds publics. Si une banque a besoin d'être secourue par des fonds publics, on dira très bien, mais maintenant, ça devient une propriété de la collectivité nationale, parce que ça suffit, ce système, où lorsque des banques font du profit, c'est pour les actionnaires, et lorsqu'elles font des pertes, eh bien, ce sont les Français qui doivent éponger les pertes. C'est plus possible. Et puis, nous mettrons dans le même sac également la Poste, la sécurité sociale, et nous constitutionnaliserons le principe des retraites par répartition. Dans l'ambiance actuelle de la France, ça paraît un programme presque d'extrême gauche. Mais détrompez-vous, ça n'est que revenir à la situation de 1944, en gros. Le CNR était présidé par Charles de Gaulle, c'était quand même pas un extrémiste de gauche. La clé de la croissance et de la richesse, la clé de l'énergie. Donc, pour savoir ce qui attend le monde de demain, il faut savoir quelles sont les réserves mondiales prouvées de pétrole. Un spécialiste m'a dit, ce n'est pas des réserves mondiales prouvées, ce sont des réserves mondiales officialisées, rendues publiques. Il y a beaucoup d'autres réserves qui sont cachées, c'est possible. Il n'en demeure pas moins que, comme le montre ce graphique ou celui-là, tout le monde sait qu'à horizon de 30, 40 ou 50 ans, c'est encore au Moyen-Orient qu'il y aura plus de la moitié des réserves en hydrocarbures. Et puis en Afrique, et puis en Amérique centrale, et puis en Russie. On a ici une courbe qui a été contestée, c'est la courbe du pic pétrolier. Cette courbe du pic pétrolier donne à penser que nous aurions atteint un pic vers 2010 et que désormais, inéluctablement, la production pétrolière devrait se raréfier. C'est contré par d'autres analyses qui parlent non pas d'un pic, mais d'un plateau pétrolier qui durerait beaucoup plus longtemps. Je vais vous montrer le graphique dans un instant. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est de faire un agrandissement et de voir qu'en 2020-2030, c'est-à-dire demain,
Il y aura pratiquement plus de pétrole aux États-Unis hors Alaska. Puis de toute façon, les États-Unis conservent ça pour eux, ce sont leurs réserves stratégiques. En Europe, c'est terminé. On va assister à la fin de ce qui se passe en Norvège et en Écosse. En Russie, en revanche, il y aura encore du pétrole en 2050. Et encore, ce sont les réserves prouvées, mais sans doute il y a beaucoup d'autres réserves qui ne sont pas encore annoncées. Il y aura les autres, c'est-à-dire le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Amérique latine. Ça veut dire qu'à horizon de 2050, ceux qui posséderont les hydrocarbures, ça sera la Russie, l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Amérique latine. Et le graphique avec non pas le pic pétrolier, mais le plateau pétrolier, en fait, vous voyez, c'est la même chose qu'on reporte non pas à 2050, mais à 2125, la fin du pétrole. En gros, c'est un peu la même chose. Ça ne vient pas polluer la conclusion qui est que c'est en Afrique, au Moyen-Orient, plus exactement au Moyen-Orient 1, et puis également en Amérique latine, en Afrique et en Russie, qu'il y aura les réserves en hydrocarbures vitales pour la vie en société, la vie contemporaine telle que nous la connaissons. Dans ces conditions, à votre avis, d'un point de vue géopolitique, qu'est-ce qui est intelligent? C'est être ami des pays qui auront des hydrocarbures ou être ennemi? C'est évidemment être ami. Charles de Gaulle nous avait laissé en 1969 une France rayonnante qui était acclamée en Russie. Il avait entamé la politique de détente. Au Moyen-Orient, il avait lancé la grande politique arabe de la France. En Afrique, c'est lui qui était l'auteur des décolonisations. Il avait procédé, pas défendre la France-Afrique bien entendu, mais il avait procédé à une profonde rénovation quand même des rapports franco-africains. En Amérique latine, il avait fait son grand déplacement en Amérique latine. Tous ces atouts exceptionnels, la politique arabe de la France, la politique en Amérique latine, la politique africaine, la politique de détente vis-à-vis de la Russie ont été sabotés par ses successeurs qui nous ligotent avec l'Union européenne dans un choix dramatiquement erroné. Au lieu de faire alliance avec les pays, alliance mais une alliance amicale, fructueuse, une vraie coopération fondée sur l'amitié, la connaissance mutuelle, l'appréciation mutuelle, au lieu de faire alliance avec les pays d'Afrique, d'Amérique latine ou du Moyen-Orient, qui seront les principaux détenteurs de pétrole dans 40 à 100 ans, la France s'est enfermée avec la construction européenne et elle va s'enfermer davantage encore avec le grand marché transatlantique dans une alliance avec les États-Unis d'Amérique et les pays d'Europe qui seront les États qui n'auront plus de ressources. Mais vraiment, chapeau! Chapeau en matière stratégique. On s'allie avec ceux qui n'auront rien. La conséquence de ça, c'est que sortir de l'Union européenne permettra de mettre un terme à cette stratégie suicidaire et de nouer des partenariats stratégiques avec les États détenteurs de réserves. Parce que sinon, nous allons faire ce qui est en train de se passer. Nous allons être entraînés dans la politique néocoloniale d'appropriation, de rapine et de vol menée par les États-Unis d'Amérique qui veulent s'approprier par la violence, par la force, les ressources énergétiques du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Amérique latine et de la Russie. Nous avons donc le choix entre être du côté de la justice, des rapports pacifiques avec l'ensemble des pays du monde, ou faire le choix d'être avec les gangsters qui veulent piquer aux autres par la force leurs réserves. C'est ça le vrai choix qui s'offre à nous. Je signale qu'un sondage Gallup et Win International qui est sorti le 13 janvier 2014, qui a été fait dans 65 pays du monde, a révélé que pour la population de la planète entière, à votre avis, quel pays représente la plus grande menace pour la paix mondiale? En un, de très 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 loin devant tous les autres, les États-Unis d'Amérique avec 24% de la population interrogée. Nous faisons alliance avec le pays qui est le plus honni du monde. Comme disait Charles de Gaulle, à la fin des fins, les Américains finiront par se faire détester par tout le monde. Et nous sommes en train de passer sous les fourches caudines de ce pays-là. La sortie de l'Union européenne et de l'OTAN permettra de rompre avec la logique guerrière et belliciste du choc des civilisations. La France renouera avec sa diplomatie indépendante et non alignée, telle qu'elle est ardemment désirée par la quasi-totalité des peuples du monde. Rappelez-vous les années 60 avec le président de la République française en Équateur, au Venezuela, au Cambodge, en Russie, au Mexique ou au Québec.
La priorité que nous voulons donner, c'est la priorité à la francophonie. Nous proposons à nos partenaires de la francophonie un Parlement de la francophonie. Rappelez-vous, vous savez, je vous avais dit que nous avions une idée pour le Parlement de Strasbourg. L'idée que nous avons, c'est que le Parlement de Strasbourg, qui sera libéré par les députés européens, nous allons proposer à l'UNESCO, l'Office des Nations Unies pour la science, la culture et l'éducation, qui actuellement craque dans ses petits bureaux parisiens, puisqu'il y a 180 pays, alors que c'était fait pour 50, on va proposer de transférer l'UNESCO à Strasbourg, qui montrera notre volonté de paix entre le monde latin et le monde germanique, et qui permettra d'ailleurs à nos compatriotes de Strasbourg de voir arriver non pas des représentants de 28 pays du monde, mais des représentants de 170 pays du monde, qui donnera à Strasbourg un rayonnement international excellent. Et nous, en France, à Paris, dans la capitale, eh bien, nous proposerons de transformer l'UNESCO en un parlement de la francophonie, pour changer complètement la francophonie de l'eau du bocal. Parce que la francophonie, il faut arrêter de faire de la francophonie de grand-papa pointilleux sur l'imparfait du subjonctif. La francophonie, ça doit désormais être autre chose. Ça doit être une vision du monde, une vision partagée, une autre vision que le monde anglo-saxon. Une autre façon de concevoir la vie en société qui ne soit pas uniquement fondée sur l'adoration du veau d'or. Parce que la langue française, la civilisation française, a d'autres valeurs que celles-là. Et nous pouvons proposer à nos partenaires francophones de se rallier à ce Parlement afin de contrecarrer la théorie racialiste et guerrière du choc des civilisations promue par les think tanks américains et dont la construction européenne n'est qu'une application régionale. Nous allons permettre l'élaboration de positions communes de la francophonie sur les grands sujets planétaires. On essaiera, puis si on n'y arrive pas, on ne le fera pas. Il ne s'agit pas de faire une union africaine, une union francophone comme il y a une union européenne. Il s'agit d'avoir des pays souverains qui pourront peser de tout leur poids s'ils sont plus nombreux, s'ils sont d'accord pour avoir une même vision des choses, par exemple, sur la situation au Moyen-Orient. S'il y avait 30 pays francophones qui disent la même chose, ça pèse de tout son poids. Ou bien sur le système financier international, ou sur la réforme du Fonds monétaire international. En fait, c'est donner à la francophonie une vision politique, en finir avec la France-Afrique, les liens de domination néocoloniaux, mais nouer un vrai partenariat avec ces pays dont, en fait, nous sommes beaucoup plus proches qu'il n'y paraît parfois. En réalité, nous sommes beaucoup plus proches du Maroc, de la Tunisie, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, de Madagascar, du Vietnam, de Haïti, que nous ne sommes proches de la Slovaquie, de l'Estonie, de la Lituanie, de la Finlande. C'est ça la vérité. Et puis, ce n'est pas seulement la francophonie, c'est aussi la priorité à l'universel. La France a été championne tout au long du XIXe siècle et du XXe siècle par ce bel adjectif que nous voulons remettre au goût du jour, l'universel. C'est les Français qui ont inventé les expositions universelles. Universel, ça veut dire que la France ne fait pas le distinguo entre des pays serviettes et des pays torchons. Ça, c'est une vision d'apartheid. Nous disons qu'au 3e millénaire, tous les peuples du monde sont égaux. C'est justement, il faut en finir avec le 2e millénaire. Il faut désormais considérer que toute l'humanité est égale. Il faut considérer que tous les pays doivent défendre leur identité nationale parce que rien ne serait pire. Le pire cauchemar, je crois, qui pourrait arriver, c'est que nos arrière-petits-enfants, au XXIIIe siècle, aient une planète qui ne soit couverte que de Kentucky Fried Chicken et où tout le monde parle l'américain. C'est l'horreur. Nous devons donc défendre la biodiversité des espèces végétales et animales, mais aussi la biodiversité des peuples et des nations. Et en même temps que nous devons défendre ça, c'est dans une relation dialectique et dynamique, nous devons nouer des partenariats avec tous les peuples du monde sur la base de l'égalité, sans faire de distinguo sulfureux et suspect selon l'appartenance à tel ou tel continent. En réalité, nous réorienterons une partie de nos versements à l'Union européenne en une aide à destination des pays de la francophonie et plus généralement de tous les pays du monde en développement. Nous développerons un système d'échange d'étudiants important de type Erasmus. On vous bassine sans arrêt. Erasmus, c'est formidable. Non, c'est pas formidable. Pourquoi est-ce qu'on devrait développer des échanges entre des jeunes étudiants français et espagnols et pas entre des étudiants français et ivoiriens ou brésiliens ou japonais?
En vertu de quoi il faudrait développer des échanges entre les jeunes Français et les jeunes Estoniens, et pas entre les jeunes Français et les jeunes Vietnamiens, Cambodgiens, Indiens, Pakistanais ou Mexicains? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, la mondialisation n'est pas une mondialisation, c'est une américanisation. Et nous sommes contre l'américanisation du monde. On ne est pas contre le peuple américain, on fait bien le distinguo entre le peuple américain et les dirigeants qu'il subit. Nous sommes en faveur de l'universel. Tel est notre programme. Le programme, celui que nous proposons, les jours heureux. Les jours heureux, c'était le titre du Conseil national de la résistance de 1944, le titre du programme. C'est celui que nous avons repris à notre compte 70 ans après, en le modernisant. Nous vous appelons à une véritable révolution politique qui consiste tout simplement à faire que la France redevienne la France. Merci beaucoup de votre attention.